C'est parti. Bonjour à tous, à toutes et Maxime. Bienvenue dans le premier rendez-vous du virtuel noir de Luciole. Les rencontres interactives me manquaient beaucoup en salon ou avec les brunchs que j'organisais. Et du coup, c'est l'occasion d'organiser ça en visio avec des questions et des échanges autour d'un ou d'une auteure. Et évidemment, je commence avec Christelle Duchamp, qui est la marraine de l'événement, avec qui j'ai brainstormé un petit peu le nom, le concept, comment, quand, combien de gens, etc. Donc, vous voilà pour l'instant 9 et bientôt 10 avec Nathalie, avec vos questions, et Christelle qui est là pour y répondre. Du coup, Mélanie, je te propose d'attaquer direct avec tes questions, où tu peux du coup réinclure le parcours. J'avais pas encore tout connecté dans ma tête quand tu m'as envoyé le mail tout à l'heure. Ça marche. Bonsoir et donc merci. Moi, je vais plutôt m'attarder sur le parcours scolaire et plutôt les études, etc. Parce que, en bonne prof que je suis, j'ai un peu de déformation professionnelle. J'aimerais savoir en fait quel type d'élève tu as été et à quoi ressemblait ton parcours d'orientation. Est-ce que ça a été croix et la bannière ou est-ce que c'était au contraire beaucoup plus, enfin, tu as déjà déterminé assez tôt ce que tu souhaitais faire et je vais m'arrêter là pour cette première série déjà. Alors, du coup, oui, sur le parcours, alors non, ça a été très compliqué pour moi parce que très longtemps, je n'ai pas su ce que je voulais faire. Euh, Petite, j'adorais écrire déjà et j'adorais dessiner, j'adorais lire aussi. Mais par contre, voilà, je n'avais pas d'envie de métier, quoi que ce soit. J'ai commencé à grandir, il lui fallait un petit peu commencer à choisir une orientation, etc. Donc, je sais pas, j'aimais beaucoup les animaux, donc j'ai pensé à vétérinaire, en sachant que je suis pas scientifique pour dessous, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Et là, j'ai fait un stage et j'ai assisté à l'opération d'un chien et je me suis évanouie au bout de 5 minutes. Voilà, c'était un gros chien, c'était un gros berger allemand. Je pense qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, si vous voulez, pour moi. C'était atroce, il y avait du sang partout, enfin voilà, c'est affreux. Donc du coup, je me suis dit, bon bah ok, donc c'est pas du tout pour moi, veto. Et puis de toute façon, voilà, pour y parvenir. Donc, bah, jusqu'à la terminale, je me suis laissée vivre sans savoir vraiment où j'allais. Et puis, il y a une conseillère d'orientation qui m'a dit, bon, bah, Christelle, ça y est, là, il va falloir te décider. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Alors, c'est rien. Bah, je sais pas, t'aimes bien quoi? Je dis, bah, moi, c'est vrai que quand il y a des exposés de groupe ou des trucs comme ça, c'est toujours moi qui fais la mise en page. Mes cahiers, ils sont toujours plein de couleurs, avec des gommettes partout. Elle me dit, bah, graphiste. Bah, allez, alors, si tu le dis, bah, graphiste, alors faisons ça. Et donc, du coup, bah, voilà, je me suis lancée dans des études d'art appliqué. Donc, pour être graphiste, c'était en 3 ans à Lyon. Et voilà, avec une année de mise à niveau, et puis après 2 années de BTS. Et puis voilà, dans le but d'être graphiste en agence de communication. Donc, ça, faire des logos, faire des sites internet, faire des flyers, des affiches, des pubs, tout un tas de trucs, quoi. Donc, voilà le parcours. Et tu avais posé une autre question d'ailleurs au début, je crois, Mélanie, que du Le coup type d'élève j'ai en zappé. fait. Le Ah type oui, d'élève, voilà, c'est ça. ouais. Alors moi, j'étais l'élève modèle, hein, clairement. Alors par contre, j'étais hyper bavarde, surtout petite. Donc en CE1, par exemple, tous les soirs, je revenais avec un je ne dois pas parler en classe. Donc j'ai écrit des millions de lignes. Mais par contre, après, je me suis calmée. Mais par contre, hyper... ah ouais, ouais, j'étais la bonne élève par excellence, ouais. Enfin, limite toujours la première de la classe. La maniaque et la perfectionniste par défaut, quoi. Donc ce que je suis toujours aujourd'hui. Mais alors, quand t'es gamine, c'est multiplié par 1000, quoi. Donc voilà, élève modèle, on va dire. Bien. Alors, a priori, tu appréciais déjà l'écriture enfin, quand tu étais plus jeune. Est-ce que ça t'est venu naturellement alors? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as vraiment, enfin, et dès la scolarité, dès le début de ta scolarité, donc tu as aimé faire des rédactions, des choses comme ça? C'est vraiment à part. Ouais, non, non, c'était vraiment, ça a toujours été ancré.
Après, quand on est tout ce qui est avant le collège, la primaire, etc., il n'y a pas vraiment de... Enfin, on fait des dictées, des trucs comme ça. Ça, je pense que c'est passionnant pour personne, globalement. Mais par contre, très vite, comme je lisais énormément, je lisais un livre par jour quand j'étais gosse. Bon, ce que font certaines d'entre vous, hein, ça va, je sais. Mais voilà, j'étais petite, je lisais un livre par Certains, on jour. a un garçon dans la salle. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un bon débit, ouais. Donc, je lisais énormément et très naturellement, en fait, je suis arrivée à l'écriture parce que je pense que ça a été un terreau très fertile, la lecture, pour l'écriture. Donc, j'ai écrit ma première histoire, j'avais 8 ans, je crois, hein. Et elle m'avait été inspirée par un tableau de Waterhouse. On voit une femme sur une barque. Alors, là, c'est pas le nom du tableau, il faudrait que je le retrouve, mais je suis sûre que vous allez voir de quel tableau je parle. C'est une femme dans une barque avec des bougies. Enfin, et alors, elle est rose, je crois, et alors, elle a une expression sur son visage, enfin, de terreur, d'étrangeté. Et moi, ce tableau m'a fascinée. J'avais envie de savoir qu'est-ce qui était arrivé à cette femme, pourquoi elle était là. Et donc, j'ai imaginé son histoire. Donc ça, c'est le premier récit que j'ai écrit. Et après, au collège, début de collège, j'ai écrit 4 nouvelles que j'ai fait lire à une prof de français que j'appréciais beaucoup. Et elle m'a encouragée, elle m'a dit, ouais, bah, écoute, c'est bien, continue, fais-toi plaisir. Voilà. Après, j'ai un peu délaissé l'écriture, je continuais toujours de lire. Et j'ai repris en 2013, donc il y a quelques années. J'avais pas envie de faire le calcul, j'avais 25 ans. Voilà. Donc, Et du coup, ça non, peut permettre de rebondir sur la question de Laurine, qui était en deuxième aussi sur l'écriture. Laurine? Ah, je crois que c'était en troisième. Bah, du coup, j'avais envoyé comme question, dans quelle mesure tu considères que l'écriture, c'est un prolongement de toi-même? Alors, tu peux l'interpréter ouais. comme tu veux, du coup. Ouais. Et en plus, quand j'ai vu ta question, je n'aurais pas vu ton nom, je crois que j'aurais deviné que c'était toi qui l'avais posé. C'est bien coloré, ça. Je vois pas ce que tu veux dire. T'as pas un coup de gueule à faire sinon? Non, c'est bon, on peut continuer. Non, pas là. Je suis calme là. J'ai pris mes Xanax. Oui, bah, enfin voilà, toi aussi t'écris, donc oui, tu sais que oui, c'est forcément un prolongement de soi. C'est aussi peut-être un décor intérieur, c'est-à-dire que il y a les choses que tu peux, il y a les choses que tu peux exprimer, que tu peux montrer dans la vie de tous les jours. Et puis, bah, tu as ce petit truc à l'intérieur, ce petit jardin secret que tu dévoiles pas aux autres, mais même que tu dévoiles à la personne, même parfois que tu oses même pas dévoiler à toi-même. Bah voilà, tous ces petits trucs, t'en fais des histoires, exorciser les peurs. Enfin, moi, voilà, quand j'écris, c'est un exutoire, carrément, quoi. Euh, je suis terrifiée par la mort, donc le premier recueil de nouvelles que j'ai écrit, c'est la mort qui récoltait des objets de ses victimes, enfin, des gens qu'elle avait fauchés. Donc voilà, donc tout ça c'est lié. Donc oui, c'est un prolongement de moi. Et après, oui, même sur les idées, c'est un prolongement de moi, pas que moral, c'est-à-dire aussi sur le contenu. Quand j'écris L'art du meurtre, je me posais la question jusqu'où peut-on aller au nom de l'art? Parce que c'est une question qui m'interroge dans mon quotidien, dans ma vie. Donc, ou les Belasco avec les disputes familiales, les secrets, les non-dits, tout ce qu'on veut. Donc, ouais, tout ça, c'est puisé à l'intérieur de moi pour en faire une continuité, ouais, complètement. Je pense que si on est honnête dans ce qu'on écrit, et je pense qu'on est quand même extrêmement nombreux à l'être, du moins je l'espère, mais je pense, l'écriture ne peut être qu'un prolongement de soi. Parce qu'on met, on met ce qu'on est dans un roman. Voilà. Ça peut C'est être bon, j'ai pas flippant répondu à sur côté. sur Non, non, certaines parfait. scènes de tes romans, ça peut être flippant si tu mets une partie de toi. Eh bien, si. En plus, tu as voulu être vétérinaire et les chats, dans le sang des Belasco, il y a des chats qui prennent sévère, hein. C'est vrai, ils prennent cher, ouais. Ouais, Dans l'art du meurtre, il y a un chien qui ramasse un peu, ouais. c'est pas faux. Laetitia, à toi, faut que tu enlèves le mute. Ouais, on t'entend pas? On t'entend pas, Laetitia, ouais. Est-ce que là, on m'entend? Oui. Oui. Ok, ouais, le micro des écouteurs ne marche pas. Du coup, moi, je voulais savoir si tu as un rituel dans tes écritures de livres, si tu as Alors, quelque chose qui va se répéter, en fait. un rituel dans une routine, en fait, d'écriture. Ouais. Ouais.
Ben, pas vraiment, en fait. Moi, je suis admirative quand j'entends Amélie Nothomb qui se met à 4 heures du matin devant son écran et qui écrit jusqu'à midi. Enfin, après, j'ai pas son rituel en tête, mais voilà, limite 12h35, on boit son thé au feu rouge. Enfin, tout est très. Moi, mais alors, pas du tout. Et je suis hyper attachée à écrire que quand j'en ai envie et quand je le sens. C'est-à-dire que le but, c'est dans mon boulot de tous les jours, j'ai un cadre qui est obligatoire puisque c'est un métier salarié, donc j'ai des horaires, j'ai à telle heure je dois faire ça. Voilà. Et l'écriture, je ne veux pas que ce soit ça. L'écriture, je veux être libre. Et en plus, moi, j'arrive pas à me forcer à écrire. Enfin, si je me mets devant l'ordi et que ça sort pas, je laisse tomber. Quoi. Ça veut pas, ça veut pas. Donc, du coup, j'ai pas vraiment de rituel, j'ai pas d'horaire, j'ai pas de. Si sinon de me mettre en face de mon ordi parce que ça y est, j'ai des idées qui arrivent, donc il faut vite les balancer sur le Word. Mais j'ai pas vraiment de rituel, ouais. Si parfois j'ai un paquet BN à côté de moi, mais non, sinon, pas vraiment, ouais. C'est Ok. très, ouais. Spontané, quoi. Ouais, exactement, ouais. Ouais, ouais. Et puis Ok. très aussi, enfin, moi je sacralise pas du tout l'écriture parce que, enfin, concrètement, ça a rien de sexy quoi d'écrire. Enfin, t'es sur ton ordi avec ton clavier, tu fais un milliard de fautes de frappe, un milliard de fautes tout court, des phrases qui ressemblent à rien. Enfin, voilà, il y a l'oreille, bah oui, tu vas. Des fois, tu es en pyjama, des fois, tu regardes Instagram limite en même temps. Enfin, il y a vraiment rien de. Enfin, ouais, l'écriture. Les auteurs qui vous font croire que c'est super glamour d'écrire, non, c'est pas vrai. Ouais, en tout cas, dans l'apparence du truc, ça a rien ça a rien de fou, quoi. Ok. Christelle, ça rejoignait un peu ta question et tu as Oui, du coup une autre question en parallèle sur oui. l'écriture et une sur la lecture. Oui, bah en fait, moi, au départ, je voulais savoir un peu quelles étaient tes habitudes d'écriture, donc si tu écris toujours dans la même pièce, avec musique ou sans musique. Et alors, je voulais aussi savoir si tu vivais de ton écriture. Alors, du coup, j'écris. Alors, non, je peux écrire n'importe où, sur n'importe quel poste. Tant que je m'envoie toujours mon texte par mail, comme ça, où que je sois, je l'ai. Et puis, pour avoir perdu des textes de 300 pages parce qu'ils étaient sur une clé USB, la clé USB est tombée par terre, et bah, au revoir le texte. Hein. Donc, ça, je le fais plus. La première partie des Belasco, que vous avez peut-être lu, bah, je l'ai refaite. Hein, voilà. Donc, bon, je connaissais pratiquement les 2 premiers chapitres par cœur, mais donc voilà, je me l'envoie par mail et du coup, c'est accessible, ben, n'importe quelle pièce. Non, je n'ai pas vraiment de préférence. Souvent, j'aime bien les week-ends me mettre sur la table de la cuisine. Enfin, on a une cuisine salon. Donc, table du salon avec mon ami qui lui fait un truc de son côté et moi j'écris, on est tous les deux, c'est sympa. Euh, voilà, sinon j'ai pas plus d'habitude que ça. Par contre, je crée rien à la main, c'est toujours saisi à l'ordinateur. Par contre, j'ai un carnet où je note des idées, où je note plein de choses. Voilà. Et si sur le rituel, il y a peut-être juste un truc que je fais, mais ça, c'est mon côté psychomaniaque. Et aussi pour m'éviter de procrastiner, dans mon carnet, je note la date et je note le nombre de signes que j'ai fait dans la journée, ou dans le week-end, ou en fonction. Et ça me motive. C'est-à-dire, parfois, je vois la date, je dis, putain, t'as pas écrit depuis 10 jours, quoi. Bon, voilà. Donc, si, ça, c'est un toc que j'ai de noter ça. Et après, tu fais des Et puis après, graphiques, des sur courbes et tout. est-ce que j'ai envie? Tu fais Ouais, des oh, courbes t'imagines? Non, avec je vais pas aussi ton loin, nombre quand même. ton nombre de Mais ça pourrait être caractères par jour. intéressant. Ouais, mais en fait, ouais, ouais, non, mais si je voulais pousser la maniaquerie, ouais, je pourrais, mais c'est vrai que je le fais pas jusque-là, ouais. Et après, sur le livre de l'écriture, ben non. Alors, parfois, je dis hélas non. On va dire non. J'aimerais bien. En fait, j'ai jamais écrit pour en vivre. Euh, j'ai écrit depuis le début juste pour être lu. Moi, j'avais que ce but-là. Même mes premiers livres, enfin, les premiers livres que j'ai auto-édités, j'en ai donné plein. Vraiment, je les ai donnés parce que je voulais qu'on me lise. Donc voilà, peu importait finalement qu'on me paye ou pas le bouquin, moi je voulais être lu. Et là, en se professionnalisant, en ayant un contrat éditorial, en ayant une équipe derrière moi, enfin, ça devient plus concret, donc plus pro. Et quelque part, tu te dis, bah, si c'est pro, c'est que je peux en vivre. Donc le truc s'impose de lui-même, même si c'est pas du tout, c'est plus aujourd'hui un but en soi non plus. Mais si ça arrive, ben pourquoi pas.
Donc pour l'instant, aujourd'hui, je suis toujours graphiste. Et voilà, c'est un petit salarié, 35 heures. Donc voilà, Normal qu'on voit la pas. journée. Ok, Donc voilà, merci. la journée ou le week-end. Voilà. Mais pas encore, Et donc, encore vivre de ça. ok. J'ai encore une petite question, si je peux. J'aurais voulu connaître en fait tes auteurs favoris. J'aime bien poser cette question parce que je trouve que ça révèle un petit peu l'auteur en lui-même. Alors, les deux qui m'ont donné envie d'écrire, c'est Jean-Christophe Granger, le premier. C'est-à-dire que j'avais 15 ans quand j'ai lu Les Rivières pourpres. Je crois que je l'ai lu en une nuit. Ben, c'est comique parce qu'il est Et dans j'ai notre été repas là complètement, avec la... complètement fascinée, quoi. Ah bah, faut y aller. Enfin, après, comme je dis souvent, je le recommande souvent. Et après, je dis, moi, ça fait 15 ans que je l'ai lu, 15-20 ans. Ça a peut-être morflé depuis, hein, j'en sais rien. Mais à l'époque, c'était la bombe, quoi. Enfin, moi, j'ai lu ce truc, je me suis dit, mais purée, c'est génial de pouvoir faire ça. Moi, un jour, j'aimerais faire ça. Enfin, et vraiment, le mec m'a tenu éveillée toute la nuit. Je me rappelle encore à 4 heures du matin, je voyais des pendus dans les arbres parce que ma fenêtre, les volets étaient ouverts. Enfin, moi, j'ai eu un choc, j'ai pas dormi pendant plusieurs jours. Enfin, génial, quoi. Donc, il y a eu celui-là. Et après, aux alentours de 18 ans, j'ai découvert Lovecraft, Ah oui. nouvelle. Et alors là, deuxième choc, bam, le mec qui est mal dans sa peau, qui va mal, qui aime personne. Alors, moi, ça m'a fasciné. Et puis un univers complètement à part, une cosmogonie entière, un peu à la Tolkien, mais dans un autre registre. Et là aussi, et puis lui, il m'a vraiment séduit par sa façon de faire les nouvelles. C'est-à-dire que il y a ce principe de chute, de twist final. Et c'était trop bien, quoi. En fait, c'est comme une blague. C'est-à-dire une blague, tu as le début, l'histoire, et puis tu as la chute qui te fait marrer. Bon, bah là, Lovecraft, tu as le début, tu as l'histoire, et tu as la chute tu te dis, mais what, quoi? Enfin, what the fuck? Et voilà. Donc ça, Granger plus Lovecraft, ça a fait son bout de chemin dans ma tête, et voilà. Et ça a été les deux moteurs. Donc c'est mes deux préférés. Après, Ok, ben, souvent, hélas, dans les contemporains, j'ai pas trop d'auteurs préférés, parce que souvent, je papillonne beaucoup. Là, par exemple, j'ai lu Les Monstres de Maud Mayras. J'ai beaucoup aimé, mais je ne suis pas allée lire ses autres. Alors qu'il faut, on parle de réflexe, tout ça, donc il faudrait que j'aille lire ses autres. Mais je papillonne beaucoup parce que j'ai envie de découvrir plusieurs univers. Donc, j'arrive pas à dire, bah, lui, c'est mon auteur préféré, parce que parfois, je n'ai pas lu plus d'un livre de cette personne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais. voilà, je papillonne beaucoup. Dans les contemporains, hélas, je suis moins fan. Voilà. Super, merci. Isabelle, Merci à à ton toi. tour. Alors, Christelle, Elle a frisé. du coup, l'art, ça tient une part quand même très importante dans tes romans. Pour quel artiste, du coup, tu serais prête à tuer et pourquoi? Alors, ouais. Alors, ça, tu vois, je disais que c'est la. Enfin, j'avais pas préparé les questions parce que je trouvais que c'était mieux d'être en mode spontané, voilà, de faire ça un peu, voilà, plus spontanément. Sauf pour celle-ci parce qu'elle m'a intriguée, en fait. Alors, en fait, je propose deux réponses. Je pourrais tuer, justement, peut-être pour Waterhouse, puisque finalement, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Et puis, donc voilà, merci, entre guillemets, merci à lui. Pour Friedrich aussi, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je pourrais les tuer par amour de ce qu'ils font. On va dire. Voilà. Après, j'ai envisagé ta question aussi. Je serais prête à tuer un artiste parce qu'il fait des trucs pas cool. C'est aussi peut-être comme ça qu'on peut l'avoir ta question, non? Tout à fait, oui. Voilà. Et donc, alors là, du coup, j'ai repointé l'art du meurtre parce qu'il a un nom à coucher dehors. En fait, pour ceux qui ont lu l'art du meurtre, chaque chapitre porte le nom d'une œuvre. Et en fait, c'est pas des noms choisis au hasard, hein, c'est que dans le chapitre, il va y avoir une référence à l'œuvre dont je parle. Par exemple, là, le chapitre 26, c'est Eres lo que eres. Alors, je ne pourrais pas espagnol, je suis désolée. Et là, en fait, c'est une performance donc d'un gars qui s'appelle Guillermo Vargas, qui a attaché dans une galerie un chien qu'il avait trouvé, un chien errant. Il a donc écrit avec des croquettes sur un mur derrière lui justement cette phrase, Eres lo que eres.
Et en fait, le chien est resté attaché à ses cours pendant des jours entiers dans cette galerie, sans eau ni nourriture. Les gens passaient et regardaient ce pauvre chien agoniser sans se rendre compte qu'en fait, ce pauvre Klebs était en train de passer l'arme à gauche. Et en fait, le chien est mort dans la galerie. Et c'était tout l'objet de Guillermo Vargas qui voulait repousser les limites de l'art et puis aussi les limites d'un propos qui est ce chien dans la rue, personne ne le regarde, ça offusque personne, et puis finalement, quand on le voit mourir dans une galerie, là, ça touche les gens. Ouais, sauf qu'au final, tu as quand même tué un être vivant. Donc moi, ça me saoule. Voilà. Je veux bien entendre plein de choses sur les limites de l'art, mais tant qu'il y a du consentement. Voilà, sacrifier un clébard au nom de l'art, je ne suis pas d'accord. Sacrifier, bon, ça n'a jamais été fait, mais sacrifier un être humain, que les mecs se mutilent, qu'ils fassent n'importe quoi avec leur corps, avec leur caca, avec tout ce qu'ils veulent, ça les regarde, pas de souci. Mais par pitié, laissez les autres tranquilles. Et les animaux, il y a une autre expo aussi, c'est drôle ta question, parce que du coup, j'en parlais ce matin avec mon copain, de Kader Attia, j'ai retrouvé son nom, c'était à la Biennale d'art contemporain de Lyon en 2000, je vais pas dire de bêtises, 2005. Et alors lui, il avait rempli une immense cage, alors ça faisait plusieurs mètres carrés, peut-être 100, non, même plus, 300 mètres carrés. Et en fait, il n'y avait que des petits mannequins remplis de blé, de paille, de foin, des petits mannequins d'enfants. Donc on se serait vraiment cru dans une cour d'école, c'était super bien fait. Et il a mis dans cette immense cage un nombre incalculable de pigeons. Ce qui fait que pendant toute la Biennale a duré 2 mois, je crois, et ben les pigeons, qui avaient la dalle, ils se sont mis à picorer les enfants qui étaient faits de foin, de blé, de graines, de plein de choses. Donc en fait, petit à petit, ça me fait marrer Laetitia, petit à petit, l'œuvre s'est détruite en quelque sorte. Donc les gamins ont commencé à tomber, enfin sont tombés par terre, les t-shirts étaient ouverts avec de la paille, donc c'était super glauque, en plus c'était des mannequins d'enfants. Donc. Et les pigeons, eux, certains sont devenus obèses. Mais il y avait des proportions de pigeons, mais c'était dingue. Enfin, il y avait des pigeons, on aurait dit des faisans, quoi. Ils étaient énormes. Et ben là aussi, pour moi, c'est une forme de maltraitance des animaux, parce que je pense qu'il y a un paquet de pigeons qui vont là aussi passer l'arme à gauche suite à cette performance. Parce que du coup, si tu ne les limites pas, les animaux, ils font n'importe quoi. Donc voilà, là aussi, je ne suis pas d'accord. On n'enferme pas 200 pigeons dans une cage en les laissant se bouffer entre eux, quoi. Donc là non plus. Pour moi, c'est la limite à pas atteindre, quoi, à pas franchir. Voilà. Ok. Alors la transition est pas, elle est pas. Ah non, si, tu avais une autre question, Isabelle. Elle est hyper. Elle avait deux questions, Oui. Isabelle, je crois. Tu avais une autre question, Isabelle. Oui, tout à fait, oui. Oui. C'est quoi tes autres passions à part le chocolat? Voilà. Alors, il faut savoir qu'Isabelle est mon fournisseur officiel de chocolat, puisqu'elle est venue me voir en dédicace, la seule dédicace que j'ai faite, elle est venue me voir à Saint-Étienne, et elle va apporter du chocolat. Donc, vilaine Isabelle, qui me pervertit. Donc, voilà. Donc, ouais, non. Alors, oui, le chocolat. Alors, des passions, chocolat / la bouffe. Hein. Enfin, la bouffe, c'est la vie. Hein. Moi, je suis épicurienne au possible, donc j'adore manger. Et j'aime aussi beaucoup les États-Unis. Voilà, je suis très souvent allée sur la côte ouest des États-Unis. Donc ça, voilà, j'adore cet endroit-là du monde. J'aime aussi beaucoup les jeux vidéo. Voilà, je suis un petit peu geek dans l'âme. Donc voilà, les jeux vidéo et puis d'autres passions, la lecture, bien sûr, la bande dessinée. Voilà, je lis énormément de bande dessinée. Voilà, donc un petit peu mes passions à côté. Mais le chocolat quand même en premier. C'est la vie. Du coup, Nathalie, bienvenue. Isabelle avait... Il faut que tu enlèves ton mute. Il y avait une autre question? Isabelle, non, il y en avait deux parce que du coup, la troisième, c'est dans les dernières. Oui. Elle s'est redite. Oui. Vas-y, Nathalie. C'est bon? Oui. Je voulais savoir si écrire des thrillers pour toi était une évidence ou est-ce que tu hésitais entre plusieurs genres littéraires? Alors, en fait, j'ai commencé, donc quand j'ai commencé à écrire en 2013, j'ai commencé, donc comme je disais, comme j'adorais Lovecraft, avec des nouvelles. Donc j'ai écrit un recueil de 10 nouvelles qui oscillait entre le fantastique, le policier, le thriller, voilà, c'était un petit peu dans ces eaux-là.
Donc, quand même, le noir s'est imposé dès le début. Ensuite, j'ai une longue carrière dans l'auto-édition. Je me suis auto-éditée pendant 7 ans. Donc, après ce recueil de nouvelles, j'ai édité un voyage initiatique, un voyage d'exploration un peu à la Jules Verne. C'était un hommage à Lovecraft, d'ailleurs. Après, j'ai fait un film d'anticipation avec des androïdes, des robots, des trucs comme ça. Et ensuite, je suis revenue, toujours dans le cadre de l'auto-édition, je suis revenue plus au polar et au roman noir. Et puis après, quand j'ai rencontré, quand la a retenu mon manuscrit, c'était un manuscrit thriller, puisque c'était l'heure du meurtre. Donc voilà, c'est pour ça que le thriller, c'est pas forcément imposé à moi, parce que j'aime plusieurs registres. Voilà. J'aime le fantastique, j'aime les choses un peu plus anticipation. Mais voilà, on reste dans la veine noire et j'avais peur en signant avec l'Archipel de me cantonner finalement, moi qui aime un petit peu papillonner et faire des choses différentes, j'avais peur de me cantonner en me disant putain, faire que du thriller, je vais m'ennuyer. Et en fait, pas du tout, parce que je me rends compte finalement que c'est le registre où je suis le plus à l'aise et et qui me plaît le plus. Et j'essaye de faire quand même des choses différentes. Donc, l'art du meurtre, on était plus thriller classique, entre guillemets, enquête, meurtre, enquête, police, etc. Les Belasco, on est plus sur le huis clos familial, un peu psychologique. Donc, j'essaye de rester dans le thriller tout en essayant je reste dans le thriller tout en essayant de varier peut-être un peu les genres. Ouais. Pour ne pas m'ennuyer moi, et puis pour ne pas ennuyer mes lecteurs aussi. Parce que le lecteur, il n'a pas envie de lire 10 fois le même livre du même auteur. Oui, parce que tu as des scènes quand même qui sont assez hard. Hein. Oui, oui, sur l'art du meurtre, surtout. Après, c'était vraiment pour coller le plus à ce qui se fait en termes d'extrémisme dans l'art. Et finalement, parfois, les scènes les plus dures, ce sont aussi les scènes de description d'œuvres d'art existantes. Je ne suis pas pour la violence gratuite. Pour moi, il faut que ce soit justifié. Et il me semble que dans l'art du meurtre, c'était justifié. Parce que justement, dans l'art, il y a des limites, et c'est ces limites-là dont je voulais parler. Après, les Belasco est quand même bien plus soft. Sinon, c'est pas... Voilà, on n'est pas chez les bisounours, hein, mais c'est un petit peu plus light. J'entendais Tillet il y a quelques temps qui disait qu'il en avait un petit peu marre du gore pour le gore, du trash pour le trash. Et plus je grandis, plus ça va, plus j'écris et plus je suis d'accord avec lui. Ouais, si c'est pas justifié, c'est pas nécessaire. Voilà, on a eu tous les cas de figure, on a eu la nana avec le ventre ouvert avec une rose à l'intérieur, on a eu le mec pendu tout nu, on a eu le... C'est vrai que là, en termes de mise en scène morbide, on a le choix, quoi. Après, c'est pas une course au macabre. Le but, c'est pas de faire la scène la plus horrible qui soit. Si elle est justifiée dans le contexte de l'histoire, après, pas de souci. Hein. Merci. Effectivement. Merci à toi. Maxime, alors, faudra juste ne pas poser ta dernière question qui peut spoiler un petit peu ici et pour le replay. Je me doutais bien. Ouais. Oui. Ouais. C'est vrai que si on ne l'a pas lu, c'est un peu... ouais, la réponse peut spoiler. Donc, ouais, bah oui. Christelle, j'aurais voulu savoir comment tu as fait pour construire ton roman Le sang des Belasco par rapport à l'art du meurtre, si tu as été influencé, si tu as voulu partir complètement différemment ou quoi. Ouais, alors la construction, j'en parlais d'ailleurs avec un autre collègue auteur, et on se disait tous les deux que la construction était très importante. Et moi aussi, c'est quelque chose, alors c'est peut-être ma déformation de cerveau de graphiste, qui fait que souvent, alors j'ai un début et une fin avant de commencer à m'étaler dans la nature. Donc voilà, j'ai toujours, ça tient en 4 lignes, hein, un début, une fin. Mais aussi souvent, avant même d'avoir des idées de personnages ou de lieux, j'ai une construction. C'est-à-dire j'ai la structure, le squelette de mon récit, même si je ne sais pas ce qu'il va y avoir concrètement dedans. Alors c'est très étrange, donc c'est pour ça que je dis que c'est peut-être un peu mon cerveau de graphiste qui entraîne ça. Donc la construction pour l'art du meurtre, j'avais envie de construire en suivant 3 œuvres d'art, donc 3 meurtres, 3/4 meurtres construits suivant une œuvre d'art et suivant un courant artistique ou un artiste qui aura inspiré le meurtrier.
Et après, sur les Belasco, oui, j'ai envie de faire différent. Je voulais que ce soit moins linéaire, je voulais qu'il y ait des retours en arrière. Je voulais aussi que tous mes personnages prennent la parole. Donc, il y a 5 protagonistes. Donc, j'avais envie que tous aient un chapitre, tous aient leur chapitre pour s'exprimer, pour qu'on ait différents points de vue, pour que justement, on se dise, lui, en fait, il est cool. Et puis, quand on bascule sur le point de vue d'un autre, ah non, en fait, c'est un connard. Donc, c'était intéressant sur le changement de point de vue. Et puis après, sur la construction qui m'est arrivée, l'idée qui m'est venue assez vite, c'est d'articuler tout ça autour de la lettre du père. C'est-à-dire que la première partie, c'est une première phrase une phrase du père. La deuxième partie, on prend une autre part. Voilà, je voulais vraiment travailler sur le pouvoir des mots. Jusqu'où peut conduire le pouvoir des mots. Donc voilà, c'était important de sortir ces petits extraits, ces petites phrases de la lettre et de construire une intrigue autour. Là, en fait, dans ces mots, on ne dirait pas, mais il révèle quelque chose sur un des frères. Puis là, il parle d'une nuit sous la neige, mais en fait, c'est quelle nuit pour un personnage, c'est cette nuit-là, mais pour un autre, c'est une autre nuit. Donc voilà comment il s'est construit. Voilà. Et puis, pour clore la construction, j'avais envie aussi de faire parler la maison. Donc, je lui ai fait ouvrir et fermer le récit. En me disant, finalement, merci, en me disant quel meilleur narrateur que le témoin principal, celui qui est objectif déjà par rapport à tous ses frères et sœurs qui s'en veulent à la vie et à la mort. Donc, témoin objectif qui a tout vu, alors que tout le monde n'a pas toujours tout vu dans une famille. Donc, témoin omniscient du coup. Et puis finalement, témoin qui... Elle a envie que ça marche, elle, entre ses frères et sœurs. Je veux dire, elle n'a pas une once de méchanceté, elle a envie de leur dire, mais allez, on se tape sur l'épaule, on se fait des bisous et puis on passe à autre chose, quoi. Donc, j'avais vraiment envie d'insuffler de l'empathie dans cette maison, voilà. Et elle ouvre et elle ferme le récit, parce que qui mieux qu'elle pour nous raconter leur histoire. Non. Très réussi. Okay, j'avais, je crois, une autre question. Justement, est-ce que c'était compliqué d'intégrer la partie fantastique dedans? La maison et quelques petits morceaux. Alors, l'intégrer, pas tant que ça, parce que comme je suis très fan de fantastique, je pense que ça frappe à ma porte, en fait, sans même que je puisse en être maître. J'ai envie, quoi. Je pense même que j'en mettrai plus. Mais je sais que, après, c'est difficile, le genre fantastique en France, quand même. Hein. C'est difficile de lui donner ses lettres. Ouais, c'est ça, c'est très ciblé. Et moi, j'ai pas envie de perdre mes lecteurs non plus, quoi. Alors, il y a Stephen King qui est arrivé à tirer son épingle du jeu avec ça, hein, donc dingue, donc très bien. Après, souvent, c'est les Américains, hein, King, Lovecraft, Edgar Poe. Alors ça cartonne. Mais alors nous, en France, en mimo passant, c'est compliqué, quoi, pour se détacher du coup. Donc non, écoute, ça s'est fait un petit peu tout seul, le fantastique. Voilà, puis j'ai plein de références en tête. Il y a eu 2 influences. J'ai lu Cimetière, King, pardon. Non, si, Lovecraft, j'adore, mais Stephen King, je ne suis pas une grande fan. Voilà, désolée. Et du coup, j'ai pas été hyper emballée par Cimetière, mais par contre, j'ai aimé ce truc famille normale à qui il arrive des trucs pas normaux. Ça, j'ai bien aimé ça. Donc, je pense que ça m'a un petit peu quand même influencé dans les Belasco. Donc, même finalement, sur un texte qu'on n'a pas forcément aimé, il peut nous influencer. Donc, preuve que je ne l'ai pas aimé que ça. Et l'autre influence, c'est... Ouais, et oui, je me suis quand même... Voilà, ça m'a quand même inspiré. Et alors là, il ne faut pas que j'écorche le nom, je ne sais jamais dans quel ordre sont les mots. The Haunting of Hill House. Tu veux m'aider, Max, d'ailleurs, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. La série Netflix, la première saison. Et là, j'avais commencé aussi le récit et il s'avère que c'est 3 frères et 2 sœurs. Non, 3 sœurs et 2 frères. Ouais. Et ça aussi, je pense que le côté fantastique de la série avec les fantômes, tu sais, qui se baladent un peu partout dans la série, ça m'a bien inspiré aussi. Ouais, d'accord. C'est vrai qu'on en avait parlé dedans. Ouais, de la série, ouais. Il y a eu aussi La Maison de Chair, qui est un roman fantastique, sur une maison qui prend vie, qui respire. Et ça aussi, voilà, il y a une scène où un des protagonistes se sent complètement absorbé par la maison, il a l'impression que les murs bougent, sont en sang, enfin, voilà, ça c'est aussi... Donc voilà, toutes ces petites influences fantastiques. Voilà. C'est de qui, La Maison de Chair? Je suis très embêtée. J'aimerais bien savoir aussi.
Ouais, j'enverrai ça en MP. On Ça cherchera. marche. Ouais. On cherchera, ouais. Ça roule. Julie, Ok. c'est à toi. Ouais. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait donné envie de faire le lien, en tout cas moi, c'est le lien que j'ai vu, entre La Maison des damnés de Richard Matheson et ton livre. Exactement. Alors, déjà, tu m'avais fait la remarque en MP, tu m'avais demandé en MP s'il y avait un lien. Et je suis contente parce que souvent, quand on parle du nom de famille, de ma famille, Belasco, on parle de Josiane. Donc ça m'énerve un petit peu. D'ailleurs, mon éditeur, Jérôme, sait que ça m'agace beaucoup. Et quand il m'envoie un mail, des fois, il me met le sang de Josiane Balasco, tu vois, dans l'intitulé du mail. Donc voilà, il adore me brancher avec ça. Donc, mais oui, Belasco, eh ben oui, alors, j'ai pas lu le roman de Matheson. Par contre, quand j'ai cherché le nom, quand j'ai commencé à réfléchir sur l'histoire, j'en ai parlé avec mon ami qui est fan de cinéma de genre et de cinéma fantastique. Et je lui ai dit, ouais, je pense à une histoire avec une maison, une famille qui est à l'intérieur, il se passe des trucs. En gros, quand tu as une idée en tête, c'est ça le pitch. Hein. J'ai une idée avec des trucs. Bon. Et je lui dis, est-ce que toi, dans ta culture filmo, tu t'inspires quelque chose? Il me dit, bah ouais, écoute, il y a la Maison des damnés, ouais, c'est une maison comme ça. Et du coup, on regarde le film. Alors, je pense que le roman est bien meilleur. Le film, bon, c'est années, je voudrais pas dire une bêtise, mais je pense que c'est années 70, 80. C'est un nanar, c'est ce qu'on appellerait un nanar aujourd'hui, quoi. Ça a mal vieilli, hein. Ouais, on est juste. Hein, le truc qui le sauve, c'est que c'est un film de genre, quoi. Donc voilà, il est chouette parce qu'il est d'époque et que ça retranscrit une époque et un cinéma d'une époque. Donc en ça va. Sinon, c'est pas très bon. Donc, par contre, tu m'as donné envie de lire le bouquin, donc j'irai. Voilà, je vais le lire. Et ensuite, il s'est avéré que la famille dans cette maison des damnés s'appelle Belasco. Et moi, il me fallait une famille espagnole. Et en fait, quand j'ai cherché sur Google des noms de consonance ou d'origine espagnole, hispanique, Belasco, avec un K, c'est espagnol. Alors j'ai dit, allons-y, voilà, faisons comme ça. donc voilà. Et puis après, oui, le film colle bien avec... enfin, le film et puis le récit, pour le coup, oui, colle bien avec l'esprit des Belasco, ouais. Avec ces personnes, ces protagonistes enfermés dans la maison, avec des événements un petit peu surnaturels, paranormaux qui surviennent. Donc oui, tout ça c'est lié. Mais je te répondrai plus clairement sur parce que tu disais que tu voyais presque un lien conducteur, toi, entre... Oui, franchement, c'est... en fait, moi, je l'ai lu il y a des années. Et après avoir lu ton livre, je l'ai relu. Et moi, oui. Tu m'as dit. Ouais. Et franchement, ouais, c'est très, très bien fait. Surtout si tu n'as pas lu le livre. Donc, écoute, j'irai, ouais. Parce qu'en plus, tu vois, le film est vraiment, il est un peu bof, quoi. Je veux dire, je me rappelle à peine du film, quoi. Donc si le livre, ce sera très bien. Du coup, tu as répondu. J'avais une deuxième question, mais tu as répondu dedans. C'était le point de départ dans ta réflexion pour lier ton intrigue avec celle dont tu as répondu. Du coup, Myriam, c'est à toi. Alors moi, je voulais savoir si tu avais déjà des idées pour le troisième roman. Enfin, un troisième roman publié dans une maison d'édition. Alors, ce qu'il faut savoir, mes amis, c'est que les enfants, c'est que quand un auteur, quand vous lisez le roman d'un auteur au mois de janvier, par exemple, 2021, comme l'année Belasco, l'auteur est en train de terminer celui qui va paraître en janvier 2022. Voilà. Souvent, on a une petite année d'avance. Alors, souvent, elle tient à... Après, je ne veux pas me prononcer dans tout le monde, mais voilà, tous les auteurs avec qui je discute, on a tous plus ou moins un an d'avance. Souvent, ça tient à un fait c'est très rationnel. C'est que quand vous présentez votre manuscrit à un éditeur et qu'il le signe, qu'il l'accepte, les gars, ils ont des catalogues, des plannings de sortie. Voilà. Donc, en général, vous arrivez derrière du train et on vous dit, là, on est en mars, tu seras publié en janvier. Donc, toi, ton livre est prêt, ton manuscrit est terminé et tout. Et en fait, tu commences le suivant. Donc, quand ton manuscrit sort, tu es en train de terminer l'autre. Donc, voilà d'où cette petite année d'avance. Elle tient souvent au planning des éditeurs.
Et du coup, oui, donc il est commencé. J'ai écrit l'épilogue tout à l'heure, d'ailleurs. Donc c'est le premier jet. Hein. Donc, comme je dis souvent, c'est dégueulasse. Laurine se retrouvera aussi, je pense. Voilà. Donc voilà, c'est pas bon, mais c'est pas grave. C'est le premier jet. Il y a toutes les idées, il y a toute l'intrigue. Voilà. Donc l'histoire est en place. Je pense que j'aurai terminé les relectures fin mars. Ça fera 1 an que je suis dessus, donc fin mars. Ensuite, je l'envoie à l'éditeur. L'éditeur soit bosse dessus tout de suite, soit il est débordé comme souvent le pauvre et il le garde sous le coude et il s'est mis le nez dedans au mois de novembre. Et en sachant qu'on part à l'impression en décembre. Donc souvent novembre, c'est un gros mois pour moi, puisque l'éditeur relit mon manuscrit, me fait des propositions, annote, le corrige. Donc là, moi, je refais une relecture. Parfois, je refais la relecture des 6-7 mois après. Et comme tu as évolué entre-temps ou que tu l'as plus vu, donc tu vois tous les défauts. Donc souvent, voilà, il y a une semaine de nuit blanche à repointer tout. Donc voilà, mais oui, le troisième est en cours et voilà, il arrivera normalement en janvier 2022, s'il convient à l'éditeur et si tout va bien. Ah, super. Du coup, avec un sous-genre du noir différent des 2 premiers? Alors, on reste dans la lignée du noir, bien entendu. On repart un peu sur l'univers de l'art du meurtre, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, meurtre, enquête, etc. J'ai essayé de faire, ma foi, quelque chose de différent sur la construction et sur le récit. Parce que voilà, je m'efforce. Hein. Enfin, après, je pense que c'est notre point commun à tous. Hein. On essaye tous de s'efforcer de ne pas faire quelque chose de trop classique ou de trop vu. Donc, je m'efforce de faire avec tout ça quelque chose d'original. C'est 3 histoires qui ont lieu à 3 périodes, 3 années différentes. Donc, il y a par exemple 3 prologues et 3 épilogues. Donc, mais après, sur le genre, non, on sera dans le thriller. Il y a un petit côté politique que je vais essayer d'insuffler dans le truc. J'ai peur parce que c'est en plus voilà, quelque chose qui a le vent en poupe et il ne faut pas que je me plante, je pense. Sinon, je peux me faire beaucoup d'ennemis. Mais je pense que je vais m'en faire de toute façon si une catégorie de personnes un peu extrêmes et mal intentionnées tombent sur mon roman. Voilà, je pense qu'elles vont se faire ces personnes-là vont se faire un malin plaisir de me dégommer. Mais c'est pas grave, moi je vais dire ce que j'ai à dire et puis voilà. Surtout que vu le planning que tu expliquais, il sortirait en 2022. Ouais. Ce qui est une bonne année politique. C'est vrai. Du coup. Ouais, c'est vrai, ça tient. Ouais. Bien joué. Ouais, j'ai pas le rapprochement. Merde. Bien joué. Oh. Et sinon, du coup, moi aussi, j'avais des questions. Enfin, une, en fait. Ben non, on s'en fout de tes questions. On s'en fout. Hein. Eh ben, je la pose quand même. Est-ce que tu as un top 5 de polar ou thriller? Ouais. Alors, ça, c'est comme les films ou les albums. J'arrive pas à départager les podiums. Ouais. Alors, dans le désordre, les 5 premiers. Voilà, exactement. Du coup, voilà. Dans le désordre, les rivières de Granger. Okay. L'appel de Cthulhu de Lovecraft. Attends, en plus, j'ai préparé une story tout à l'heure là-dessus. Il y a Cosmétique de l'ennemi aussi de nos tombes. Alors, ouais. Tiens, c'est littérature blanche, un pointe de noir, quoi, on peut dire, à limite. Mais voilà, j'ai adoré Shutter Island aussi. Ouais. Gros choc, Shutter Island. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Le vol des cigognes aussi de Granger, qui est grandiose. Le livre des morts de Glenn Cooper. Ouais. Parce que même s'il n'est pas parfait, le livre des morts de Glenn Cooper, mais il se passe plein de choses. Il y a plein d'influences dedans. Il y a plein de risques. Et ça, c'est bien. Il y a aussi Dans son silence, qui était pas mal, là. Oui. Je crois que c'est Dans son silence. Ouais, ça fait 7, je crois. Récents. Donc, on va faire un top 10. C'est pas grave. Vas-y. Il y a le livre de Laurine, qui est très, très bien. Ouais. Le livre de Laurine, qui se marie, il y a eu beaucoup de sang. Enfin, moi, qui fait partie de mes meilleures lectures de l'année dernière, je trouve que c'est de plus en plus difficile de trouver des bons polars. Et là, ouais, c'était bien, c'était bon. Ouais, putain, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin, il y en a plein, quoi. Bon, on sera en top 8 ou top 7, je sais pas. Voilà, c'est très bien. C'est super.
Du coup, voilà, on arrive à la fin. Tout le monde a posé ses questions. Il reste quelques minutes. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur quelque chose ou reposer une petite question ou toi, Christelle, ajouter un petit quelque chose? Écoute, je sais pas si déjà il y a des questions, mais... Ah oui, Mélanie. Mélanie. Oui, alors c'était juste pour terminer, juste un petit peu vite fait par rapport au questionnaire de Proust. Je le fais souvent avec mes élèves en début d'année pour mieux les connaître. Donc, je voulais simplement savoir, Christelle, si tu étais une qualité, quelle serait-ce, un défaut, un sentiment, animal et surtout le rêve. Alors, une qualité, la persévérance. Parce que, voilà, en faire lâcher, c'est compliqué. Un défaut, la maniaquerie / perfectionnisme. Ça peut être vraiment un défaut. Quand toute ta vie est organisée autour de ça, c'est compliqué. Voilà. Après, ça a coupé. J'ai mal compris la quatrième. Un sentiment. Un sentiment. Oh, je vais plomber l'ambiance. La tristesse. Voilà, boum, comme ça. La tristesse ou la passion. Allez, ça. Et l'autre, c'était un animal, c'est ça? C'est ça. Un oiseau pour voler. Voilà, je sais pas, j'adorerais voler. Je sais pas, puis ils sont dans leur petit nid et tout. Ça me fait rêver les oiseaux, ouais. Donc un oiseau. Et en dernier, un rêve. Un rêve c'est très égocentré cette réponse, mais bon, j'imagine que être lu un maximum, quoi. Enfin, ouais, c'est tout, quoi. Même quitte à ce qu'on me dise c'est pas bien ce que tu fais ou j'aime pas. Tu vois, le syndrome Lévy, Musso, Grimaldi, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils vendent des millions d'exemplaires, plus personne les aime. Enfin voilà, j'exagère un peu, mais ou les Chatham. J'ai l'impression que parfois, dès que certains auteurs ont du succès, ils sont dénigrés d'une certaine manière. On les détester, mais ça devient plus difficile pour eux. Tant pis, quoi. Moi, je veux bien ramasser ça, mais voilà, qu'on me lise. Et encore une fois, c'est même pas motivé par en faire un métier ou par en vivre ou par gagner des sous grâce à ça. Bien sûr que si ça arrive, c'est le top. Mais avant tout, c'est d'être lu, quoi. De croiser quelqu'un dans le train qui lit ton livre. Mais c'est dingue, quoi. Déjà, une fois, j'ai entendu en librairie quelqu'un qui demandait l'art du meurtre. J'avais envie de lui courir. C'est moi c'est mon livre comme une gamine, quoi. Donc, moi, je ne demande que ça. C'est moi. Merci beaucoup. Super. Une autre question? Non? Personne? Ok. Du coup, je vous remercie, Maxime et toutes. Merci Christelle. Grâce à toi, j'ai lancé ce nouveau concept et je suis ravie que tout le monde ait pu échanger ce soir et c'était super. Le prochain rendez-vous du Virtuel Noir de Luciole, ce sera dimanche 21 mars à 11 h avec Cyril Carrère qui vit à Tokyo et d'où l'horaire matinal un dimanche. Donc si vous voulez mettre un réveil et venir discuter avec Cyril, qui est adorable, c'est le moment. Je lance la com sur Instagram demain ou ce week-end. Voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de soirée à toutes et tous. Merci beaucoup d'avoir participé à l'événement ce soir. Merci à tous et toutes. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci.